Bonjour et bienvenue sur notre chaîne. Avez-vous déjà eu l'impression d'être invisible, perdu au sein d'une famille où vos sacrifices semblent être une évidence pour tout le monde? Aujourd'hui, je veux vous raconter une histoire, celle de Marie, une femme qui a été méprisée, oubliée dans sa propre maison, mais qui a retrouvé sa véritable valeur. Cette histoire nous rappelle que votre valeur ne dépend jamais de l'approbation des autres. Dites-moi dans les commentaires d'où vous nous écoutez. Quel est votre âge et où vous vous trouvez en ce moment? Vous n'êtes pas la bienvenue dans son avenir. Ce sont les mots exacts que la petite amie de mon fils m'a murmurés lors de sa remise de diplôme. À cet instant, j'ai senti le poids de chaque sacrifice s'évanouir, comme si j'avais été effacé de sa vie en une seule phrase. Le jour de la remise de diplôme de mon fils aurait dû être le moment le plus fier de ma vie. Pendant 22 ans, j'avais rêvé de ce moment, assise dans un grand amphithéâtre bondé, regardant mon garçon traverser la scène en toge et coiffe. Son nom appelé pour que le monde entier l'entende. Je pensais que cet instant effacerait chaque nuit sans sommeil, chaque deuxième emploi, chaque larme que j'avais versée en secret. Je pensais que ce serait enfin le jour où je pourrais respirer et me dire « Tu l'as fait, tu l'as élevé, il a réussi ». La matinée a commencé devant le miroir, lissant les plis de ma robe bleu marine. Elle n'était pas luxueuse, mais c'était celle que mon fils m'avait dit un jour qui me donnait l'air chic, comme les dames dans les vieux films. Ces mots, prononcés des années auparavant, résonnaient dans ma tête alors que j'attachais mes cheveux et enfilais le collier qu'il m'avait offert pour la fête des mères quand il avait 12 ans. Une chaîne en plastique avec un pendentif en forme de cœur tordu où était gravé « Maman numéro 1 ». Je ne l'avais jamais enlevé les jours importants. En arrivant à l'université, les familles affluaient, vibrantes de rire et d'excitation. Les pères brandissaient leur téléphone. Les mères serraient des bouquets de fleurs. Et partout où je regardais, je voyais de la joie. Mon cœur s'est gonflé de fierté quand j'ai aperçu mon fils, Julien, au milieu de ses camarades. Sa toge flottait un peu sur sa grande silhouette, mais son sourire, oh ce sourire, le faisait ressembler au garçon que j'avais élevé et à l'homme que j'avais toujours su qu'il deviendrait. J'allais l'appeler quand j'ai senti une main sur mon épaule. Je me suis retourné, m'attendant à voir un cousin ou un voisin, mais c'était elle, sa petite amie, Chloé. Elle portait une robe blanche ajustée, le genre de robe qu'on voit dans les magazines de mode, ses cheveux lisses et parfaits. Elle était magnifique, il n'y avait rien à dire, mais il y avait quelque chose dans sa façon de me regarder qui me nouait toujours l'estomac. « Madame Leclerc », dit-elle, ses lèvres esquissant ce qui ressemblait à un sourire, bien que ses yeux soient restés froids. J'ai hoché la tête poliment. « Bonjour, ma chérie. Tu dois être si fière de lui, toi aussi. » Elle s'est penchée, son parfum entêtant et suffocant, et a murmuré pour que je sois la seule à entendre. Vous n'êtes pas la bienvenue dans son avenir. Les mots m'ont frappé comme une brique en pleine poitrine. Pendant une seconde, j'ai cru avoir mal entendu. Pardon? Ai-je chuchoté en retour, clignant des yeux, incrédule. Son sourire s'est élargi, sa voix à peine plus qu'un souffle. Vous m'avez bien entendu. Vous avez fait votre travail en l'élevant. Mais à partir de maintenant, il est à moi. Alors, rendez-nous service à toutes les deux. Ne vous accrochez pas. Il n'a plus besoin de vous. Je suis resté figé, serrant mon petit sac cadeau. Un carnet en cuir pour lequel j'avais économisé, gravé aux initiales de mon fils. La gorge me brûlait, mais aucun mot ne sortait. J'avais supporté des insultes dans ma vie, bien assez, mais rien de comparable à entendre cela. Le jour même où j'aurais dû être célébré autant que lui. Avant que je puisse répondre, elle s'est redressée, a lissé sa robe et a fait un petit signe de la main à travers la salle comme si de rien n'était. Mon fils l'a aperçue, a souri et lui a fait signe de venir. Elle s'est dirigée vers lui avec aisance, me laissant seul, ces mots résonnant dans ma tête. La cérémonie elle-même est passée comme dans un brouillard. J'ai applaudi quand tout le monde applaudissait. Je me suis levé quand tout le monde se levait. Mais à l'intérieur, je me sentais vide. Quand son nom a été appelé et qu'il a traversé la scène, mes larmes n'étaient pas seulement des larmes de fierté. C'étaient des larmes de deuil. Le deuil d'une ligne invisible qui venait d'être tracée entre nous. Ensuite, les familles se sont pressées dans la cour avec des ballons et des appareils photo. J'ai attendu mon tour pour le serrer dans mes bras. Mais chaque fois que je m'avançais, elle était là la première, le guidant vers ses amis, ses parents, son cercle. À un moment, elle a glissé son bras sous le sien et lui a murmuré quelque chose à l'oreille. Il a ri, m'a jeté un regard et m'a fait un petit signe de la main, comme si j'étais une simple invitée. Je lui ai souri en retour en me forçant, serrant le carnet si fort que mes jointures me faisaient mal.
Je voulais courir vers lui, crier que j'avais tout sacrifié pour le voir ici, que personne ne l'aimerait jamais comme moi. Mais sa voix me hantait. Alors je suis restée silencieuse. Je me suis faite petite. Je suis restée à l'écart. Ce soir-là, seul dans ma voiture, j'ai remis le carnet intact dans sa boîte. Je ne le lui ai pas donné. Au lieu de cela, je suis rentré chez moi en silence, agrippant le volant jusqu'à ce que mes mains s'engourdissent. La remise de diplôme, qui aurait dû être mon tour d'honneur, était devenue le jour où j'ai réalisé que j'étais peu, être déjà en train de le perdre. Et tandis que les lampadaires balayaient mon pare-brise, je me suis murmuré des mots que je n'aurais jamais pensé prononcer. Peut être qu'elle a raison. Peut être que je n'ai pas ma place dans son avenir. Les gens voient la toge et la coiffe, le diplômé souriant, la mère fière qui prend des photos, et ils pensent que c'est simple. Ils ne voient pas les années qu'il a fallu pour en arriver là. Les nuits où je restais éveillé, l'inquiétude me rongeant. Les matins où je m'extirpais du lit bien avant le lever du soleil, priant pour que la voiture démarre afin d'arriver à l'heure au travail. Je suis devenu mère célibataire quand mon fils n'avait que 6 ans. Son père est parti un jeudi soir pluvieux, marmonnant qu'il avait besoin de liberté et d'un nouveau départ. Il a fait un seul sac, a embrassé notre garçon sur le front et est parti sans même un regard en arrière. Je suis resté sur le seuil de la porte, mon fils agrippé à ma taille, son petit corps tremblant tandis qu'il demandait « Quand est-ce que papa revient ?» Je ne pouvais pas lui répondre car la vérité, c'est que je n'en savais rien. Tout ce que j'ai pu faire, c'est m'agenouiller, essuyer ses larmes et dire « Ce n'est pas grave, mon chéri, tu m'as encore. » À partir de ce jour, tout a changé. Je n'étais plus seulement sa mère. J'étais son soutien, sa protectrice, sa supportrice, celle qui fixait les règles. Je faisais des doubles services à la brasserie du centre-ville, servant du café aux routiers à 5 heures du matin et nettoyant les comptoirs bien après minuit. Les week-ends, je nettoyais des bureaux juste pour m'assurer que les factures étaient payées et que le frigo restait plein. Mes mains me faisaient mal, mon dos criait, mais je ne l'ai jamais laissé voir à quel point j'étais fatigué. Il y a eu des moments où l'argent se faisait si rare que je sautais des repas, lui disant que j'avais déjà mangé au travail. C'était un garçon intelligent, cependant. Il me regardait avec méfiance quand je glissais le dernier morceau de poulet dans son assiette. Mais il ne discutait jamais. Il disait juste doucement « Merci, maman ». Et il mangeait jusqu'à la dernière bouchée. C'était les nuits où je pleurais dans la salle de bain, couvrant ma bouche pour qu'il ne m'entende pas. Mais il y avait aussi des moments lumineux. C'était un si bon garçon, sérieux, gentil et déterminé. Il ramenait de l'école des étoiles dorées comme si c'était des trésors, les collant fièrement sur le frigo. Chaque projet d'art de travers, chaque carte, « Je t'aime maman » mal orthographiée, je les ai tous gardés dans une boîte sous mon lit. Ces petits bouts de papier m'ont porté pendant les jours les plus difficiles. Quand il est arrivé au lycée, les choses ne sont pas devenues plus faciles. Le monde attendait de lui un soutien que je ne pouvais pas toujours lui offrir. Les cours de préparation au bac, les tuteurs, l'équipement sportif, que nous ne pouvions pas nous permettre. Il voulait rejoindre l'équipe de basket, mais les frais d'uniforme représentaient plus de la moitié d'un mois de loyer. J'étais prête à lui dire non. Mais un jour, il est rentré à la maison, essoufflé, en disant « Maman, le coach dit que j'ai un vrai potentiel. S'il te plaît, je travaillerai après l'école pour aider à payer. » Je ne l'ai pas laissé faire. J'ai pris un autre service, travaillant tard le soir dans une épicerie, à remplir les rayons. Je me souviens être rentré un matin, les bras endoloris d'avoir soulevé des cartons, pour le trouver déjà réveillé, s'entraînant à dribbler dans l'allée avec un vieux ballon qu'un voisin nous avait donné. Quand il m'a vu, son visage s'est illuminé. « Je vais te rendre fière, maman. » Et il l'a fait, encore et encore. Le jour où il a été accepté à l'université, j'ai cru que mon cœur allait exploser. La lettre d'acceptation est arrivée dans une fine enveloppe blanche, et j'avais terriblement peur que ce soit un refus. Il l'a déchirée à la table de la cuisine, a parcouru les mots puis a crié si fort que les voisins l'ont probablement entendu « J'ai été accepté !» Il m'a attrapé, m'a fait tourner dans cette petite cuisine jusqu'à ce que nous rions et pleurions tous les deux. Il m'a regardé avec ses mêmes grands yeux marrons qu'il avait depuis qu'il était enfant et a dit « C'est grâce à toi, maman. C'est toi qui m'as donné cette chance. C'est pourquoi la remise de diplôme était si importante. Ce n'était pas seulement sa réussite. C'était la nôtre, la preuve que chaque sacrifice avait eu un sens. La preuve que je ne l'avais pas laissé tomber, même quand j'avais l'impression de tenir à peine le coup. Et pourtant, ce jour-là,
En entendant sa petite amie me dire que je n'avais pas ma place dans son avenir, tous ces sacrifices me sont soudain parus invisibles. Les nuits où j'avais eu faim, les services que j'avais faits jusqu'à avoir des ampoules aux pieds, les rêves que j'avais abandonnés. Rien de tout cela ne semblait compter. Elle me voyait comme un objet jetable, comme un vieux manteau qu'on accroche au fond d'un placard et qu'on oublie. Mais je n'étais pas jetable. J'étais la raison pour laquelle il était arrivé sur cette scène. Pourtant, je suis restée silencieuse. J'ai souri quand les gens me regardaient. Et quand ils demandaient « N'êtes-vous pas fier ?» Je répondais d'un hochement de tête sec et j'avalais la boule que j'avais dans la gorge. Car la vérité, c'est qu'à ce moment-là, je n'étais pas sûr que la fierté suffirait à m'empêcher d'être effacé. La première fois que mon fils l'a ramené à la maison, je voulais l'aimer. Vraiment. Après tout ce qu'il avait traversé, après toutes ces années de sacrifice, je voulais juste qu'il soit heureux. Il est entré avec son bras autour de ses épaules, souriant jusqu'aux oreilles, et l'a présenté avec une fierté que je ne lui avais jamais vue. « Maman, voici Chloé. » Elle était magnifique, le genre de beauté qui fait tourner les têtes. De longs cheveux sombres, des pommettes saillantes et une confiance qui remplissait l'espace autour d'elle. Elle m'a tendu la main, parfaitement manucurée, et a dit tout ce qu'il fallait. « Je suis ravi de vous rencontrer enfin, Madame Leclerc. J'ai tellement entendu parler de vous. » Pendant un temps, je me suis convaincu qu'elle était parfaite pour lui. Elle était ambitieuse, étudiait le commerce, parlait toujours de ses projets d'avenir et de la vie qu'elle voulait. Mon fils était captivé. Il buvait ses paroles et la façon dont il la regardait. C'était le regard d'un jeune homme amoureux. Mais les fissures sont apparues plus tôt que je ne le pensais. Ce premier dîner, j'avais préparé son plat préféré, un gratin dauphinois, la recette transmise par ma mère. C'était une tradition chez nous, le plat qu'il demandait toujours pour son anniversaire ou après un examen difficile. Quand j'ai posé le plat fumant sur la table, le visage de mon fils s'est illuminé. Mais le nez de Chloé s'est légèrement plissé avant qu'elle ne le masque rapidement par un sourire. « Oh, c'est gentil », dit-elle en picorant la croûte avec sa fourchette. Mais Julien mange plus sainement maintenant. Pas de glucides lourds. Elle a ri légèrement, comme si c'était une blague inoffensive. Mais j'ai vu la façon dont mon fils s'est agité, mal à l'aise, sur sa chaise. Il a quand même mangé 2 portions ce soir-là. Mais j'ai remarqué une lueur de culpabilité dans ses yeux, comme s'il était déchiré entre nous deux. À partir de ce moment, les petites choses se sont accumulées. Elle ne m'a jamais posé de questions sur ma vie, mon travail ou même sur l'enfance de Julien. Quand j'essayais de partager une anecdote, comme la fois où il s'était déguisé en cow-boy pour Halloween et avait refusé d'enlever ses bottes pendant 3 semaines, elle souriait poliment, puis ramenait la conversation à elle. Ses stages, ses professeurs, ses amis à Paris, ça me blessait, mais je me disais qu'elle était juste jeune. Peut-être qu'elle ne savait pas encore comment créer un lien avec moi. Puis est venu son anniversaire. J'étais resté éveillé tard la veille pour préparer son gâteau préféré, un gâteau au chocolat avec un glaçage au beurre de cacahuète. C'était une tradition que nous partagions depuis ses 10 ans. Quand je l'ai apporté, les bougies scintillantes, Chloé a applaudi et a dit « Oh, comme c'est pittoresque !» Elle s'est penchée pour souffler les bougies avant même qu'il ne puisse le faire, puis a murmuré assez fort pour que tout le monde entende. « Julien ne mange plus ça, trop de sucre. Je vais m'assurer qu'il reste sur la bonne voie. » Elle m'a pris le couteau des mains et a mis le gâteau de côté, intact. Mon fils a pris la chose à la légère, m'a embrassé sur la joue et a marmonné. « Merci, maman. Tu n'aurais pas dû. » Mais j'ai de nouveau vu la culpabilité traverser son regard. Des moments comme celui-là sont devenus courants. Elle me rabaissait de petites manières incisives, jamais ouvertement cruelles quand les autres regardaient, mais assez pour me laisser piquer au vif. À un dîner de Noël, j'ai mis la table avec la vaisselle dépareillée que j'avais collectionnée au fil des ans. Chaque pièce portait un souvenir. Vide-grenier, brocante, cadeau de voisin. Elle a pris une assiette, a étudié le motif floral délavé et a dit en riant « Le vintage, c'est charmant, mais ne pensez-vous pas qu'il est temps de moderniser ? Julien mérite quelque chose d'un peu plus classe. » Personne d'autre ne semblait remarquer le poids de ces mots, mais je l'ai senti. J'ai senti chaque humiliation comme une pierre dans ma poitrine. Pourtant, je suis restée silencieuse. Je me disais qu'elle l'aimait. C'était ça qui comptait. Je ne voulais pas être la mère amère qui ne pouvait pas lâcher prise. Mais au fond de moi, quelque chose n'allait pas. Ce n'était pas seulement la façon dont elle me rabaissait, c'était la façon dont elle le regardait parfois. Non pas comme un homme qu'elle aimait, mais comme un trophée qu'elle avait remporté. Quand il parlait de vouloir aider les gens, de peu.
Être prendre des cas pro bono qui ne payaient pas beaucoup mais qui comptaient, son sourire se crispait. « C'est bien, » disait-elle, « mais soyons réalistes. Tu as travaillé trop dur pour ne pas gagner de l'argent. » Pendant des années, j'ai mis cela sur le compte des difficultés de leur relation. Mais avec le recul, je réalise que ces petites fissures étaient la vérité qui transparaissait. Et le soir de sa remise de diplôme, quand elle s'est penchée et m'a dit que je n'étais pas la bienvenue dans son avenir, j'ai enfin vu qui elle avait toujours été. Si le jour de la remise de diplôme était le début de mon effacement, les semaines qui ont suivi l'ont scellé. Il aurait dû y avoir de la joie, des célébrations et de longues conversations sur son avenir. Mon fils avait franchi une étape que peu de jeunes de notre quartier atteignaient. J'attendais des dîners de famille. Être même une petite fête avec les proches et les voisins qui l'avaient encouragé depuis qu'il était un garçon dribblant avec un ballon de basket usé dans notre allée. Mais au lieu de cela, chaque célébration semblait se faire sans moi. Chloé a tout pris en charge comme si c'était elle qui l'avait élevé, comme si c'était elle qui avait fait ses doubles services pour payer les factures. Elle a organisé un dîner de remise de diplôme dans un restaurant du centre-ville si cher que j'ai failli m'étouffer en voyant le menu en ligne. On ne m'a pas demandé d'aider. On ne m'a pas consulté pour la liste des invités. On ne m'a même pas demandé quel jour m'arrangeait. Au lieu de cela, mon fils m'a appelé un soir et m'a dit « Maman, Chloé a réservé une table pour nous ce week-end. Elle s'occupe de tous les détails. Alors, contente-toi de venir. » D'accord, contente-toi de venir. Ces mots m'ont blessé plus qu'il ne l'imaginait. J'avais passé toute sa vie à être présente, aux réunions parents-professeurs, aux urgences quand il s'est cassé le poignet, sur le parking de l'école en plein hiver, quand sa vieille voiture ne voulait pas démarrer. Mais maintenant, être présente était tout ce qu'il me restait à faire. Pas d'avis, pas de voix, juste une invitée dans la vie de mon propre fils. À ce dîner, j'étais assise au bout de la table pendant que Chloé tenait le beau rôle, le présentant à ses amis, ses collègues, son monde. Chaque fois que j'essayais de raconter une anecdote de son enfance, les genoux écorchés, les projets de science, elle intervenait avec un rire suave et disait « Julien ne parle plus beaucoup de ça. Il est tellement concentré sur l'avenir. » Et il souriait simplement. La laissant diriger la conversation, ses yeux se posant de temps en temps sur moi, avec quelque chose qui ressemblait à de la culpabilité. Je me suis dit de rester silencieuse, de ne pas le mettre dans l'embarras, mais à l'intérieur, mon cœur me faisait mal, car à chaque mot qu'elle prononçait, je me sentais m'effacer un peu plus. Ce n'était pas seulement le dîner. Il y a eu d'autres moments. Des moments qui pourraient sembler insignifiants pour n'importe qui d'autre, mais pour moi, c'était des poignards. Quand il a reçu sa première offre d'emploi après l'université, je voulais fêter ça avec lui. J'ai préparé son plat préféré, allumé des bougies et mis la table pour deux. Mais quand il est arrivé, il a amené Chloé avec lui. Elle est entrée dans ma cuisine dans un manteau de marque, a jeté un coup d'œil à la table et a dit « Oh, Julien, nous sommes en retard. Tu te souviens? Nous avons promis à mes parents de trinquer avec eux ce soir. » Il avait l'air partagé, a regardé le repas que j'avais préparé, puis s'est tourné vers elle. « Maman, » dit-il doucement, « je passerai plus tard cette semaine, d'accord ?» J'ai hoché la tête, prétendant que ça ne me faisait pas mal. Mais après leur départ, je suis restée assise seule à cette table, fixant les bougies vacillantes jusqu'à ce que la cire fonde. Même les fêtes ne m'appartenaient plus. Thanksgiving, Noël, les anniversaires. Elle orchestrait tout. La maison de sa famille, les traditions de sa famille, les règles de sa famille. Mon fils m'appelait après coup, la voix pleine d'excuses, mais ferme. « Maman se verra bientôt. Je te le promets. Tu comprends, n'est-ce pas ?» Et je disais toujours oui, car que pouvais-je dire d'autre? Je ne voulais pas être la mère possessive qui le ferait fuir. Mais à l'intérieur, le silence devenait de plus en plus assourdissant. Le silence de ne pas être consulté pour ses projets. Le silence de rester à la maison pendant qu'il passait les week-ends avec sa famille à elle. Le silence de réaliser que dans l'image qu'elle se faisait de son avenir, il n'y avait pas de place pour moi. Et chaque fois que j'avalais ce silence, je perdais un peu plus de moi-même. J'essayais de me convaincre que cela n'avait pas d'importance, que tant qu'il était heureux, je pouvais supporter d'être mise de côté. Mais la vérité, c'est qu'un bonheur construit sur l'exclusion ne dure jamais. Et au fond de moi, je savais que quelque chose de plus sombre se préparait. Car quand quelqu'un travaille si dur pour vous effacer, c'est rarement par amour, c'est par peur. Peur que la vérité n'éclate. Et la vérité sur Chloé était sur le point de faire surface d'une manière que personne n'aurait pu imaginer.
C'est arrivé des semaines après la remise de diplôme, un soir d'été humide, où l'air était lourd comme une couverture mouillée. Je venais de terminer une autre longue journée à la brasserie quand mon téléphone a vibré. C'était Marc, le meilleur ami de mon fils depuis l'école primaire. Le garçon qui s'asseyait à ma table de cuisine en mangeant des gâteaux et en dessinant des stratégies de basket avec Julien sur des feuilles volantes. Sa voix tremblait quand il a parlé. « Madame Leclerc, je ne sais pas si c'est à moi de vous le dire, mais vous devez savoir. Julien doit savoir. » J'ai senti mon estomac se serrer. Savoir quoi? Il y a eu une longue pause avant qu'il ne prononce les mots qui ont failli me faire flancher. Chloé n'est pas celle qu'elle prétend être. Il m'a dit qu'il avait des preuves, des photos, des messages, des rumeurs qui circulaient discrètement parmi les gens qui travaillaient avec elle. Au début, je ne pouvais pas le croire. Je voulais raccrocher, rejeter ça comme des commérages. Mais la voix de Marc était ferme, remplie du genre de chagrin que seul quelqu'un qui se soucie vraiment peut porter. Je ne dirais pas ça si je n'étais pas sûr. Plus tard dans la soirée, il m'a envoyé des captures d'écran. C'était elle, Chloé. La fille qui m'avait dit que je n'étais pas la bienvenue dans l'avenir de mon propre fils, dans les bras d'un autre homme. Les photos n'étaient pas anciennes. Elles dataient d'à peine 2 semaines après la remise de diplôme. Je suis resté assise à la table de la cuisine à les regarder, les mains tremblantes. Mon premier réflexe n'a pas été la colère. C'était la tristesse. La tristesse pour mon fils, qui avait donné tout son cœur à une femme qui le traitait comme un jouet. Mais les photos n'étaient que le début. Des rumeurs ont commencé à filtrer d'autres sources. Des amis d'amis, des collègues de Chloé. Même une de ses camarades de classe qui m'a contacté en privé. Ils disaient tous la même chose. La relation de Chloé avec Julien n'était pas une question d'amour. C'était une question d'opportunité. Elle s'était vantée ouvertement de son potentiel, de sa carrière, de son ambition, de son brillant avenir. Elle avait dit aux gens qu'il était son billet pour sortir du gouffre financier dans lequel sa propre famille s'était enfoncée. Et soudain, tous les petits moments se sont mis en place. La façon dont elle le poussait vers des emplois mieux rémunérés. La façon dont elle rejetait son rêve de travailler sur des cas pro bono. La façon dont elle le présentait aux réceptions, non pas comme mon petit ami Julien, mais comme Julien, le futur avocat. Pour elle, il n'était pas un homme. Il était une échelle. La trahison m'a blessé plus profondément que je ne l'aurais cru. Car il ne s'agissait pas seulement du fait qu'elle l'utilisait. Il s'agissait du fait qu'elle essayait de m'effacer. La seule personne qui s'était battue bec et ongles pour l'amener là où il était. Elle ne voulait pas seulement son avenir. Elle voulait réécrire son passé pour me faire disparaître afin de pouvoir construire son histoire parfaite avec lui comme pièce maîtresse. Pendant des jours, j'ai gardé la vérité pour moi, ne sachant pas si c'était à moi de lui briser le cœur. Chaque fois que j'entendais sa voix au téléphone, brillante, pleine d'espoir, me parlant de son nouveau travail, je voulais crier « Elle ne t'aime pas, elle te ment », mais je ne l'ai pas fait. Je suis restée silencieuse, car l'instinct d'une mère est de protéger, même quand la vérité ressemble à une lame. Ce n'est pas moi qui le lui ai finalement dit, c'est Marc. Il ne pouvait pas supporter de voir son meilleur ami tomber dans un piège. Il a montré les photos à Julien un après-midi, quelques minutes avant une fête de fiançailles que les parents de Chloé organisaient. Julien m'a appelé ce soir-là, la voix brisée, à vif. « Maman, c'est vrai, tout. Elle a menti depuis le début. » Mon cœur s'est brisé en l'entendant sangloter au téléphone. De la même manière qu'il s'était brisé des années auparavant quand il avait 6 ans, serrant son dinosaure en plastique et demandant pourquoi son père était parti. Mais sous le chagrin, un autre sentiment a surgi. La justification. Toutes ces fois où Chloé m'avait rabaissé, sapé, dit que je ne faisais pas partie de son avenir. Soudain, le masque était tombé et la vérité était révélée. Elle ne le protégeait pas de moi. Elle se protégeait elle-même d'être démasquée. Et maintenant, elle l'était. La confrontation a éclaté comme une tempête que personne ne pouvait arrêter. Julien m'a appelé le lendemain matin après avoir vu les photos. Sa voix était tendue, tranchante, avec une sorte de fureur que je ne lui avais jamais entendue. « Maman, je vais la voir aujourd'hui. J'ai besoin de l'entendre de sa bouche. Je ne peux pas. » Il s'est interrompu, le souffle coupé. Je ne peux tout simplement pas croire que c'est réel si je ne vois pas son visage quand je lui demanderai. Je voulais lui dire de ne pas y aller. Je voulais le supplier de la rayer de sa vie immédiatement. Mais je connaissais aussi mon fils. Il avait besoin de voir la vérité par lui-même. C'est seulement alors qu'il y croirait. Alors, j'ai dit doucement, « Sois fort, mon chéri. Ne la laisse pas transformer ça en quelque chose que ce n'est pas. » Cet après-midi, là, il a rencontré Chloé dans un café du centre-ville.
Je n'étais pas censé être là, mais Marc a insisté pour que je vienne. Il aura besoin de toi, a-t-il dit, même s'il ne s'en rend pas encore compte. Je me suis glissé dans une banquette d'angle, le cœur battant, les mains tremblantes autour d'une tasse de café que j'ai à peine touchée. D'où j'étais assise, je pouvais tout voir. Chloé, avec son chemisier impeccable et ses perles, souriant comme si de rien n'était, et mon fils en face d'elle, la mâchoire serrée, les poings fermés. Il n'a pas perdu de temps. Il a sorti son téléphone, l'a posé sur la table et a tourné l'écran vers elle. Les photos la fixaient, ses bras autour d'un autre homme, ses lèvres pressées contre quelqu'un qui n'était pas mon fils. Pour la première fois depuis que je la connaissais, Chloé a fléchi. Son sourire a disparu. Ses mains se sont agitées sur ses genoux. Mais cela n'a duré qu'un instant avant qu'elle ne se redresse, la voix suave. « Ce n'est pas ce que tu crois. » La voix de Julien a claqué comme un fouet. « On dirait que tu m'as menti. » « C'était une erreur, » dit-elle rapidement, son ton s'aiguisant quand elle a vu qu'il ne la croyait pas. Une seule erreur. Ça ne voulait rien dire. Rien dire? Sa voix s'est élevée, les yeux flamboyants. Tu as planifié ma vie comme si c'était une affaire commerciale. Tu as dit à ma mère qu'elle ne faisait pas partie de mon avenir. Et pendant tout ce temps, c'est toi qui me coupais de la vérité. Ses yeux se sont rétrécis, et ce masque doux qu'elle portait toujours est tombé complètement. Ce qui restait était froid. Calculateur. Ta mère, cracha-t-elle. C'est elle le problème. Elle t'a monté contre moi depuis le début. Elle est jalouse, Julien. Elle ne veut pas te laisser partir. Elle veut te contrôler pour toujours. Mon estomac s'est noué, mais je suis restée silencieuse, cachée dans mon coin. C'était son combat maintenant. Julien s'est penché en avant, la voix tremblante mais ferme. N'ose pas la blâmer. Elle a été la seule personne qui m'a toujours soutenu. Toujours. Elle ne m'a pas monté contre toi. Tu as fait ça toute seule. Pendant un instant, le sang-froid de Chloé s'est fissuré, ses joues ont rougi, sa voix s'est élevée. « Tu vas tout gâcher pour quelques photos ?» Pour elle, la chaise de Julien a grincé contre le sol alors qu'il se levait. Sa voix était maintenant assez forte pour que les gens se tournent pour regarder. « Je gâche tout parce que je te vois enfin pour ce que tu es. » Chloé a tendu la main vers lui, le désespoir perçant dans sa voix. « Julien, s'il te plaît, je t'aime. J'ai fait une erreur. Oui ? Mais c'est toi que je veux, pas lui, personne d'autre. » Il a retiré sa main brusquement. « Si c'était vrai, tu n'aurais pas essayé d'effacer ma mère. Tu ne lui aurais pas dit qu'elle ne faisait pas partie de ma famille. » Sa voix s'est brisée alors, et pour la première fois depuis qu'il était enfant, j'ai vu les larmes monter dans ses yeux. Elle est ma famille. Et toi, tu ne l'as jamais été. Le café est tombé dans le silence, le seul bruit étant le bourdonnement de la machine à expresso. Chloé est restée figée, la bouche ouverte, son masque brisé. Julien s'est retourné et est sorti, les épaules raides, le visage pâle mais résolu. Marc l'a suivi de près. Je suis sorti après eux, la poitrine douloureuse de tristesse et de fierté. Dehors, sur le trottoir, le soleil de fin d'après-midi a éclairé le visage de mon fils. Il m'a regardé, brisé mais libéré, et a murmuré. « Maman, tu avais raison. Surtout. » Je l'ai serré dans mes bras, le tenant comme quand il était petit, murmurant contre ses cheveux. « Tu le vois maintenant, c'est tout ce qui compte. » Pour la première fois depuis des années, il ne s'accrochait plus à son illusion. Il s'accrochait à la vérité. Je pensais que la confrontation au café serait la fin. Je pensais que le fait que Julien la quitte fermerait ce chapitre douloureux pour de bon. Mais j'avais sous-estimé Chloé et sa famille. Les gens, comme elles ne perdent pas simplement. Ils réécrivent l'histoire pour pouvoir quand même gagner. Dès le lendemain, mon téléphone a commencé à sonner sans arrêt. Au début, j'ai pensé que c'était des amis et des parents qui prenaient des nouvelles. Mais quand j'ai ouvert mes messages, mon estomac s'est noué. Des captures d'écran, des liens, des publications sur les réseaux sociaux. C'était Chloé, le visage pâle, le mascara coulant sur ses joues sur une photo soigneusement mise en scène. La légende disait « Certaines personnes ne peuvent tout simplement pas lâcher prise. Certaines mères ne savent pas quand s'arrêter. » Et en dessous, des centaines de commentaires ont afflué. Cette pauvre fille. Imagine avoir un petit ami dont la mère essaye de tout gâcher. La belle-mère possessive classique. J'ai déjà vu ça. Il devrait couper les ponts avec elle pour de bon. C'était comme voir mon nom traîner dans la boue en temps réel. Les rumeurs se sont répandues rapidement. La famille de Chloé a raconté à qui voulait l'entendre que j'avais manipulé Julien pour qu'il la quitte, que j'avais fabriqué de fausses photos.
que j'avais empoisonné son esprit parce que j'étais jalouse de le perdre. Sa mère a même dit aux gens de leur église que j'étais obsédée par mon fils et que je ne supportais pas qu'il avance. À la fin de la semaine, les voisins chuchotaient quand je passais dans la rue. De vieux amis m'appelaient, hésitants, demandant « Marie, as-tu vraiment dit à Julien de ne pas l'épouser? L'as-tu vraiment forcé à rompre ?» Peu importait que Julien lui-même ait vu les preuves de ses propres yeux, peu importait que Chloé ait été prise la main dans le sac, les mensonges étaient plus forts que la vérité. Et puis, comme si la campagne de dénigrement ne suffisait pas, une lettre est arrivée par la poste, une lettre d'avocat. La famille de Chloé menaçait de me poursuivre en justice pour diffamation, pour ingérence dans des relations contractuelles et même pour dommages émotionnels. Je fixais le papier, les mains tremblantes. Ingérence dans des relations contractuelles? Qu'est-ce que cela pouvait bien vouloir dire? Pour eux, le mariage n'était pas de l'amour. C'était un contrat, une transaction, et je l'avais ruiné par ma simple existence. J'ai apporté la lettre à mon amie Hélène, qui travaillait dans un cabinet d'avocats. Elle l'a parcourue et a secoué la tête. « C'est de l'intimidation, Marie. » Des menaces en l'air. Ils essaient de te faire peur. « Mais pourquoi ?» ai-je murmuré. « Pourquoi s'en prendre à moi ?» Ses yeux se sont adoucis. « Parce que tu es la seule personne qu'ils n'ont pas pu effacer. Et parce que tout leur plan dépendait du mariage de Julien et Chloé. C'est là que j'ai appris toute la vérité. » La famille de Chloé était noyée sous les dettes. Les entreprises de son père avaient fait faillite les unes après les autres. Le mariage ne concernait pas seulement l'amour. Il s'agissait de les sauver financièrement. Ce contrat de mariage sur lequel Chloé avait insisté, il n'était pas pour protéger Julien. Il était destiné à canaliser ses futurs revenus directement dans leur poche. Soudain, tout est devenu clair. Son désespoir, son obsession de me contrôler, sa détermination à s'assurer que je n'aurais aucune place dans l'avenir de Julien. Car si j'étais là, si j'avais une voix, Julien aurait pu voir la vérité trop tôt. Et maintenant qu'ils l'avaient vue, ils étaient désespérés de m'enterrer sous les mensonges. La semaine suivante a été un enfer. Des messages anonymes remplissaient ma boîte de réception. « Monstre, vieille sorcière jalouse, tu as ruiné la vie de ton fils. » Les amis de Chloé publiaient des statuts énigmatiques sur les mères toxiques et les destructrices de famille. Des inconnus que je n'avais jamais rencontrés m'envoyaient des menaces, me disant que je méritais d'être seul. Pendant tout ce temps, Julien a essayé de me protéger. Il est passé un soir, le visage pâle, tenant une autre lettre. Il me menace aussi, maman. Le père de Chloé dit que si je ne lave pas publiquement son nom, il te traînera en justice. Il te ruinera financièrement. Mon cœur s'est tordu. Il commençait à peine sa carrière, portait déjà le fardeau de ses prêts étudiants, et maintenant il voulait le saigner à blanc avant même qu'il n'ait eu une chance. J'ai tendu la main sur la table, et j'ai pris la sienne. Ils ne peuvent pas nous ruiner, mon chéri, pas si nous restons unis. Mais cette nuit-là, en fixant le plafond, j'ai réalisé quelque chose. Le silence ne nous protégerait plus. Chloé avait utilisé la perception comme son arme, versant de jolies larmes pour les caméras, tissant des mensonges que les gens voulaient croire. Si la perception était son arme, alors la vérité devrait être la mienne. Et j'avais plus de vérité de mon côté qu'elle ne pourrait jamais en enterrer. Les semaines qui ont suivi ont ressemblé à une bataille que je n'avais pas choisie, mais que je ne pouvais pas abandonner. Chloé et sa famille pensaient pouvoir me noyer dans les mensonges, mais ils m'avaient sous-estimé. Ils avaient confondu mon silence avec de la faiblesse, alors qu'en réalité, c'était de la patience. Avec l'aide d'Hélène, j'ai commencé à tout rassembler. Des copies du contrat de mariage que son père avait rédigé, des captures d'écran des messages de Chloé se vantant du potentiel de Julien, et même des documents financiers qui brossaient un tableau accablant de la véritable situation de la famille Hayes. Ce n'était plus seulement une rupture de fiançailles. C'était une fraude déguisée en amour. Je ne savais pas comment combattre ces larmes de crocodile soigneusement mises en scène sur les réseaux sociaux. Mais je savais une chose. Les preuves parlent plus fort que les selfies au mascara qui coule. Hélène m'a mis en contact avec un journaliste spécialisé dans les scandales financiers. En une semaine, l'article était en ligne. Derrière les fiançailles rompues, les manœuvres financières de la famille Hayes dévoilées. C'était brutal. Il détaillait les faillites, les clauses prédatrices du contrat de mariage et faisait même allusion à la liaison de Chloé. Pour la première fois, les gens ont cessé de me voir comme la belle-mère amère et jalouse. Ils m'ont vu pour ce que j'étais vraiment, une femme qui avait élevé son fils à force de sacrifices, pour voir quelqu'un essayer de l'effacer par profit.
Le vent a tourné du jour au lendemain. Les mêmes voisins qui avaient chuchoté dans mon dos venaient maintenant frapper à ma porte avec des plats cuisinés et des excuses. Les amis qui avaient douté de moi ont appelé pour dire « Nous sommes désolés, Marie, nous aurions dû savoir ». Mais ce qui comptait le plus, ce n'était pas l'opinion publique, c'était celle de Julien. Un soir, alors que les cigales chantaient dehors et que la chaleur de l'été s'installait lourdement sur le balcon, il s'est assis à côté de moi, les épaules enfin détendues pour la première fois depuis des semaines. Il a tendu la main, a serré la mienne et a dit doucement « Maman, tu m'as sauvé. J'aurais dû t'écouter depuis le début. » Je l'ai regardé. Cet homme que j'avais élevé, le garçon qui s'était autrefois agrippé à moi sur le seuil de la porte quand son père était parti, et j'ai senti les larmes me piquer les yeux. « Non », ai-je murmuré. « Tu t'es sauvé toi-même. Tu as vu la vérité quand c'était le plus important. C'est ça qui compte. » Il a secoué la tête, la voix brisée. « Tu as toujours été ma famille. Toujours. Je ne sais pas comment je l'ai laissé me faire oublier ça. Même pour un instant. Je l'ai serré dans mes bras, le tenant comme quand il était petit. À ce moment-là, j'ai réalisé quelque chose de puissant. Chloé ne m'avait jamais vraiment effacé. Elle avait seulement réussi à le distraire. Mais un amour construit sur des mensonges s'effondre, tandis qu'un amour construit sur la vérité, comme le nôtre, perdure. Chloé a essayé de se défendre, bien sûr. Elle a posté plus de photos, a inventé plus d'histoires, a même menacé de nouveaux procès, mais les preuves étaient indéniables. Son masque s'était fissuré, et aucune larme ne pouvait le recoller. Finalement, le bruit s'est estompé. Sa famille s'est retirée, leur combine exposée, leur réputation en lambeaux, et pour la première fois depuis des mois, il y a eu la paix. Julien s'est jeté à corps perdu dans son nouveau travail, faisant de longues heures, construisant la carrière dont il avait rêvé. Pas pour elle, pas pour quelqu'un d'autre, mais pour lui-même. Et parfois, tard le soir, je le surprenais à sourire. Le même vrai sourire qu'il avait quand il était enfant. Quant à moi, j'ai aussi appris quelque chose. J'ai appris qu'être effacé n'est possible que si on se laisse disparaître. J'avais pensé que le silence me protégerait, mais à la fin, c'est ma voix, la vérité, qui nous a sauvés tous les deux. Alors maintenant, quand les gens me posent des questions sur cet été, là je ne parle pas seulement de chagrin ou de trahison. Je parle de résilience, de l'histoire d'une mère qui a refusé d'être effacée de l'histoire de son propre fils. Et quand je regarde Julien, je ne vois pas la douleur de ce que nous avons perdu, je vois la force de ce que nous avons gardé. Car à la fin, Chloé avait tort. Je fais partie de son avenir. Je l'ai toujours été.